Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, un référendum pour une nouvelle constitution en Centrafrique, c'est officiel. Le président Faustin Archange Touadéra l'annonce dans un message à la nation. Et avec cette réforme, le chef de l'État est soupçonné par ses adversaires de vouloir briguer un troisième mandat. Un changement radical dans tous les domaines, avec en premier lieu l'économie gangrénée par la corruption et les inégalités criantes. Gros plan à suivre dans ce journal sur les attentes des Nigérians s'agissant de la nouvelle présidence qui, comme première réforme, annonce la fin des subventions sur le carburant. Puis la gestion des contrats pétroliers au cœur de la première édition des Journées du pétrole ouvertes ce mercredi à Dubaï. L'élection présidentielle, les législatives et les locales vont se tenir le 23 août 2023. La date est fixée par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Ce calendrier était très demandé, notamment du côté de l'opposition zimbabwéenne. La veille de l'annonce de cette date, le chef de file de l'opposition, Nelson Chamisa, qui sera le principal rival de l'actuel président de la République lors de la prochaine présidentielle, avait accusé ce mardi le pouvoir d'entretenir, je cite, l'opacité sur les dates. Fin de citation. Ces élections s'annoncent tendues avec une montée de tension entre pouvoir et opposition. Des irrégularités dans l'organisation des différents scrutins ont déjà été soulevées. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a annoncé ce 30 mai convoquer un référendum constitutionnel. La date est fixée au 30 juillet 2023 par décret du gouvernement. L'opposition y voit une manœuvre qui permettrait au chef de l'État, au pouvoir depuis 2016, de briguer en 2025 un troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle constitution. Nathalie Moore. Le corps électoral a été convoqué pour la tenue d'un référendum en vue d'une révision de la Constitution en République centrafricaine le 30 juillet 2023. Dans un discours diffusé par la télévision nationale le 30 mai 2023, le président Faustin Archange Touadéra a rappelé la vocation de régulation des institutions, de conquête et d'exercice du pouvoir de la Constitution du 30 mars 2016. Il a cependant regretté que ce texte n'ait pas atteint l'objectif de pacifier le pays, relevant des insuffisances en convoquant, selon lui, des sollicitations du peuple et de certains partis politiques. Certains courants politiques centrafricains, ainsi qu'une majorité de nos populations, l'ont trouvée insuffisante pour des motifs divers et variés, notamment ce qu'elle ne propose pas de solution appropriée aux causes des conflits militaro-politiques récurrents que connaît le pays, qu'elle n'affirme pas clairement la souveraineté de l'État centrafricain, ni l'indépendance nationale, ni le droit à l'autodétermination du peuple centrafricain. En République centrafricaine, le projet de révision constitutionnelle connaît une vive réprobation d'une coalition de l'opposition regroupés dans le bloc républicain pour la défense de la Constitution. Ils accusent le chef de l'État de vouloir briguer un troisième mandat et appellent déjà le peuple à voter non lors de cette échéance électorale, un hold-up constitutionnel selon eux. Alors que nos besoins élémentaires en matière d'alimentation, d'eau potable, d'électricité, de routes, de santé et d'éducation sont loin d'être satisfaits, Touadéra n'a qu'une obsession, celle de rester ad vitam aeternam à la tête du pays. Résister à un coup d'État, quel qu'il soit, est un acte patriotique, conforme à la Constitution du 30 mars 2016. Au soupçon de l'opposition, le président Touadéra a opposé l'argument selon lequel la modification de la Constitution, sa modernisation, ne saurait empêcher l'alternance au pouvoir. Il a indiqué que l'adoption d'un nouveau texte constitutif sera la voie ouverte à l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans le pays. Le décret de convocation du corps électoral pour le référendum du 30 juillet 2023 a fixé du 15 au 28 juillet la tenue de la campagne référendaire.
Le président Bola Tinubu, le successeur de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, est attendu sur plusieurs fronts. La lutte contre la pauvreté et la relance de l'économie figurent parmi les axes prioritaires dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, où l'économie est en crise en raison notamment de la situation budgétaire, alors que la dette continue de se détériorer. Alors, comme première réforme, la nouvelle présidence annonce la fin des subventions sur le carburant, une mesure qui est décriée par certains car elle pourrait aggraver l'inflation. Philomentine. Avec une croissance estimée à 3,2% en 2023 par le Fonds monétaire international, la reprise économique au Nigeria pourrait être impactée par plusieurs facteurs endogènes et exogènes. Toutefois, le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, s'engage entre autres à faire passer la croissance économique du pays à au moins 6% par an. Il convient de rappeler que les conditions socio-économiques restent difficiles au Nigeria. En ce qui concerne l'économie, nous visons une croissance plus élevée du PIB et une réduction significative du chômage. J'ai un message pour nos investisseurs locaux et étrangers. Notre gouvernement examinera toutes les plaintes formulées au sujet de la fiscalité multiple et de divers obstacles à l'investissement. Le nouveau président nigérian a hérité d'un pays en difficulté économique dont la dette publique devrait atteindre 172 milliards de dollars en 2023, selon un rapport du Bureau de gestion de la dette du Nigeria. Ceci combiné à une forte inflation maintenue au-dessus de 21% depuis décembre 2022. Des pressions du secteur extérieur et la volatilité du secteur pétrolier pourraient impacter la reprise économique du pays. Les réformes doivent concerner le système d'échange actuel. Les finances publiques, vous savez, lorsqu'on compare les indicateurs de corruption ou bien de gouvernance en général, le Nigeria démontre qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. De même que l'inflation, la forte inflation dont on fait face ce pays et l'ensemble des pays africains et nombre de pays dans le monde entier, il va falloir que le Nigeria développe des stratégies pour pouvoir juguler cette inflation et voir dans quelle mesure réorienter la politique de développement du pays pour pouvoir permettre une croissance qui puisse permettre le développement. Bola Tinubu, le président nouvellement élu au Nigeria, entend atteindre ses objectifs de croissance grâce à une réforme budgétaire, une augmentation de la production d'électricité et une amélioration de la sécurité alimentaire. Le chef de l'État fédéral s'est engagé à mettre fin aux subventions accordées sur le carburant, une décision qui augmentera de 13 milliards de dollars les revenus annuels du Nigeria. Le chômage, le sous-emploi et l'envolée des taux. 60% des jeunes Africains sont aujourd'hui touchés de plein fouet par le chômage, une situation alarmante qui ne s'arrange pas. Elle touche aussi bien les diplômés que les non-diplômés. Le Burkina Faso est confronté à ce fléau face auquel le gouvernement de transition se dit engagé avec un accent mis sur l'adéquation formation et marché du travail. Et pour ce faire, les autorités viennent de lancer un dispositif d'orientation des étudiants sur les opportunités professionnelles. Paul-Marcel Mayagui, Absen Bibou. Au Burkina Faso, le chômage des jeunes est l'une des préoccupations des autorités. Dans ce pays de 20 millions d'habitants, le taux de chômage en milieu jeune est estimé à 7,1% selon le dernier recensement national. Face à cette situation, les autorités de la transition ont procédé le 27 mai 2023 au lancement de l'initiative Bureau, bilan de compétences et accompagnement. Ce programme gouvernemental ambitionne d'informer les étudiants sur les opportunités, les caractéristiques et les exigences du marché du travail, les accompagner dans la définition de leurs projets professionnels ou d'emploi, mais aussi dans la construction de leur devenir professionnel. Il s'agira d'avoir dans chaque université un bureau de l'Agence nationale pour l'emploi et chaque étudiant pourra prendre un rendez-vous pour bénéficier d'un accompagnement, pour faire son bilan de compétences et pour obtenir une réorientation ou un accompagnement pour construire un parcours d'insertion
avant la fin de ses études. Malgré ce programme d'accompagnement mis sur pied par le gouvernement, l'insertion des jeunes diplômés, en particulier sur le marché de l'emploi, demeure préoccupante. En 2021, l'effectif des étudiants au Burkina Faso s'élevait à plus de 190 000 et selon l'Agence nationale pour l'emploi, seule une infime partie d'entre eux est intégrée dans le circuit formel de l'emploi. Ce décalage dans les chiffres s'explique, selon certains, par l'inadéquation entre la formation et les exigences d'un marché du travail en pleine mutation. Pour pallier le problème, l'État envisage une réforme de la formation universitaire pour une transition des savoirs opérationnels orientés vers l'exercice des métiers à travers l'initiative Bureau de compétences et accompagnement. Toutes ces questions, on s'est posées. Et ça nous a amené donc à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme, ça consiste donc d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre de voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisi, ils n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, à travers ces bureaux, je pense et j'espère que ça va vous aider à vous réorienter. Et bien avant donc la mise en place de ces bureaux, comme le ministre l'a dit, nous avons eu une autre idée, donc l'incubateur qui a été créé au niveau des Bagri. Et nous allons plus loin, il y a des universités qui ont été ciblées pour, au lieu que ce soit l'incubateur, nous allons initier de la production au profit donc de ces universités-là. La première phase du déploiement des bureaux bilan de compétences et accompagnement concerne les 14 universités publiques. Elle connaîtra une extension progressive aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée d'ici 2025. Le chef de l'État kényan, William Ruto, plaide auprès de ses homologues africains pour le système panafricain de paiement destiné à faciliter les échanges commerciaux en Afrique. Pour cela, il faut, dit-il, abandonner le dollar américain, monnaie largement dominante à l'échelle mondiale et qui occupe une place importante, y compris sur le continent africain. Le président kényan appelle à mettre fin à ce système. Mildred Diamou. Alors que le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans, les actions se multiplient en faveur de solutions africaines. Lors d'un dialogue du secteur privé africain sur la zone de libre-échange continentale africaine, tenu le 29 mai 2023 à Nairobi, le président kényan William Ruto a lancé un appel aux États africains à œuvrer pour l'abandon du dollar américain en adoptant un système de paiement panafricain pour faciliter le commerce sur le continent. We are all subjected to a dollar. Nous sommes tous soumis à un environnement dollar. Pourquoi apportons-nous des dollars au milieu de nos échanges? C'est la question que nous devrions nous poser. Dans cette démarche, nous bloquons tous nos commerçants. Il est impératif que nous recherchions de manière proactive une solution aux disparités des devises et aux obstacles qui en résultent pour le commerce intra-africain. Tout en encourageant la ferme implication du secteur privé dans le renforcement du commerce intra-africain par le biais de l'ASLECAF, le chef de l'État kényan a exhorté ses pairs à mobiliser les banques centrales et commerciales pour rejoindre le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, lancé en janvier 2022 par la Banque africaine d'import-export, un mécanisme qui devrait permettre les échanges en devises locales et aux pays africains d'économiser environ 5 milliards de dollars par an en coût de transaction. The dollar has moved from Le dollar est passé de moins de 1% aux États-Unis à environ 5,2%. Le commerce ne peut avoir lieu sans un système de paiement efficace et unifié. Je suggère que nous ayons un mécanisme où nous pouvons régler tous nos paiements, que ce soit entre nos pays ou vers l'extérieur en utilisant nos devises locales. All our payments, whether between our countries or externally, using our local currencies. Plus de 80% des paiements intra-africains passent par l'Europe ou les États-Unis, ce qui entraîne des coûts de transfert et de mise en conformité élevés. Il faut environ 3 à 5 jours pour que le paiement parvienne à la banque du destinataire, avec des frais à chaque étape.
alors que l'appréciation du dollar américain a entraîné un durcissement considérable des conditions financières pour de nombreux pays africains. L'abandon de cette devise et la souscription à un système de paiement panafricain soutiendra considérablement la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que le développement économique, selon le président kenyan. Les journées du pétrole se poursuivent ce jeudi à Dubaï. L'incidence des contrôles dans la gestion des contrats de partage de production est la thématique retenue pour cette première édition qui rassemble des cadres des administrations chargés de la gestion des hydrocarbures et des responsables également des sociétés nationales du secteur pétrolier. Marie-Raphaël Amtolo. D'après l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, les contrats d'investissement pétrolier étrangers soulèvent en pratique une longue série de problèmes juridiques très complexes. Pour des experts du secteur, l'abondance des ressources pétrolières suscite souvent des interrogations, notamment quant à la gestion des activités d'exploitation et des recettes pétrolières. Pour apporter des réponses aux interrogations et incompréhensions liées aux contrats pétroliers en Afrique, le groupe gabonais 3M Partners et Conseil rassemble les acteurs du secteur des hydrocarbures à Dubaï du 31 mai au 3 juin 2023 dans le cadre des journées pétrole. Le choix de Dubaï s'inscrit tout simplement par le fait que le modèle économique retenu par Dubaï, qui est un pays producteur de pétrole, est quelque chose de très inspirant. À partir du pétrole, ils ont réussi à assurer une transformation de leur économie de manière à faire en sorte que le tourisme et l'activité portuaire soient aujourd'hui les fers de lance de cette économie. Et donc, fort de cela, nous souhaiterons que les pays africains puissent s'en inspirer, bien sûr, en tenant compte des spécificités de chacun des pays. La mise en œuvre de politiques pétrolières par les États est un des principaux facteurs dans la réussite ou l'échec du développement du secteur pétrolier, d'après des observateurs. Le contrôle est un élément important pour les États africains, car il permet à nos États, premièrement, de pouvoir collecter des informations tout au long de la vie, de la durée d'un contrat, sur plusieurs aspects, sur des aspects aussi bien techniques, sur des aspects financiers, mais aussi sur des aspects opérationnels qu'environnementaux. Selon le cabinet 3M Partners et Conseil, cette tenue des premières éditions des Journées Pétrole sera l'occasion pour 8 pays africains, à savoir le Gabon, le Sénégal, le Tchad, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, de mieux s'approprier des sujets tels que l'intérêt et l'impact des audits des coûts pétroliers ainsi que l'importance du contrôle de sa production. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.